Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture où je vais vous parler de 3 des derniers romans que j'ai lus la semaine passée. Donc je ne les ai pas en physique, donc je vous mettrai les couvertures dans la vidéo, notamment pour deux d'entre eux que j'ai dû rendre à la bibliothèque, et une lecture numérique. Donc je vous propose de commencer dès maintenant. Je vais vous parler de La princesse au visage de nuit de David Braille, publié aux éditions de L'Homme sans nom. C'est un roman qui fait partie des 5 romans finalistes pour le PLIB 2021. Alors, pour rappel, le PLIB, c'est le prix de la littérature de l'imaginaire Booktubers App, organisé tous les ans. Euh, j'ai lu donc ce roman. Alors ça faisait un petit moment que je voulais le lire, mais alors je ne sais pas pourquoi, j'ai mis du temps à le lire. J'ai mis du temps à me décider à l'ouvrir et à le lire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Alors que finalement, il n'y avait aucune raison à cela. Dans ce roman, on fait la connaissance d'Hugo, qui est un jeune homme qui vit à Paris et qui revient dans son village natal à la suite de la mort soudaine de ses parents. Il revient dans son village au bout de 20 ans. Il n'avait jamais remis les pieds là-bas depuis 20 ans. Il n'avait jamais revu ses parents. Donc au début, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec ses parents qui a fait qu'il s'en aille et qui coupe complètement les ponts avec sa famille. Néanmoins, à leur mort, étant donné que c'était la seule famille qui leur restait, il est venu dans ce village pour organiser l'enterrement, enfin faire toutes les paperasses qu'il y a à faire suite au décès des deux parents. Bref, alors évidemment, on le sent un petit peu mal à l'aise de revenir sur les lieux de son village natal, et au fur et à mesure, on comprend, on nous explique ce qui s'est passé. Il a été maltraité par ses parents. À ce niveau-là, c'était même plus de la maltraitance, quoi. C'était de la torture et de la barbarie, ni plus ni moins. Et du coup, il a été retiré à sa famille et placé en famille d'accueil. Et il y a 20 ans, également, s'est produit un drame. Euh, Deux enfants ont disparu une nuit, la nuit de la Saint-Jean. La nuit de la Saint-Jean, deux enfants ont disparu dans le village et ces deux enfants étaient les deux meilleurs amis d'Hugo. D'ailleurs, il était présent, il était avec eux au moment de leur disparition. Le seul problème, c'est qu'il ne se souvient absolument de rien de cette nuit-là. Il n'a absolument aucun souvenir et c'est quelque chose qui le ronge depuis qu'il est tout petit, depuis cette fameuse nuit où ces deux meilleurs amis ont disparu. Et donc il revient au village et il commence à se passer des choses un peu bizarres dès son retour. Il y a des choses qui sont peintes sur la porte de la maison familiale. Il s'aperçoit que ses parents faisaient chanter une personne dans le village. Bref, il commence à s'apercevoir que tout n'était pas blanc-bleu quand même dans ce village. Et même s'il détestait cordialement ses parents, euh, il s'avère que l'accident qui a causé leur mort a été provoqué. Donc, contre toute attente, il va quand même décider de rester dans ce village afin de savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi ses parents ont été tués, même si, quand on regarde bien, il était très probablement un des premiers à souhaiter leur disparition, ce que pense dans un premier temps la gendarmerie. Et donc, on apprend qu'une légende est très connue et très ancrée dans ce village. C'est la princesse au visage de nuit qui apparaît aux enfants dans le besoin. Ce sont les enfants qui l'appellent, des enfants qui sont malheureux et qui lui demandent de l'aide. Et
il se souvient quand même que quand il était petit avec ses deux amis, il souhaitait ardemment rencontrer cette fameuse princesse au visage de nuit, car au vu de ce qu'il vivait avec ses parents, effectivement, il était très 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 malheureux et il souhaitait ardemment que la princesse au visage de nuit vienne le chercher. Et donc, tout au long du roman, on va en apprendre un peu plus sur cette légende, on va en apprendre un peu plus sur ce qui s'est réellement passé cette nuit de la Saint-Jean, il y a 20 ans. Et le roman est construit comme ça, 7 jours avant le solstice d'été, parce que la Saint-Jean c'est le 21 juin, je crois, 21 ou 22 juin, enfin, au moment du passage du printemps à l'été. Et on a cette espèce de compte à rebours 7 jours avant et jusqu'au jour du solstice d'été où la révélation finale va arriver. Alors c'est un roman qui est moitié enquête policière, moitié fantastique, car quand même la légende de la princesse au visage de nuit est très ancrée dans le fantastique, est très ancrée dans le conte. Et David Braille a fait en sorte que le mélange des deux était assez cohérent. Et par contre, la fin, je m'attendais à une fin un peu plus fantastique. Et j'ai trouvé, ceci dit, j'ai pas trouvé que la fin était mauvaise. Je m'attendais à autre chose. J'ai trouvé la fin extrêmement touchante, euh, tout en tristesse, en tendresse, en, en humilité, en comment dire, le mot m'échappe, en résilience, voilà, tout en résilience. Et j'ai beaucoup aimé le style de David Braille, c'est un style très fluide. J'ai commencé le roman, j'ai lu pendant une demi-heure, j'avais vraiment bien avancé, j'étais vraiment bien dedans. Le style est très très addictif. Le mélange entre le fantastique et le policier, ça marche bien. C'est pas tout à fait mon style. Néanmoins, je trouvais que voilà, la plume de l'auteur faisait que ça passait très bien. Je vous dis, la fin, je m'attendais à autre chose, mais j'ai trouvé quand même la fin cohérente avec l'ensemble du roman. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai bien aimé le roman, mais je ne sais pas encore j'ai une idée quand même de quel sera mon vote pour le PLIB. Néanmoins, je pense que David Braille fait partie quand même des découvertes que j'ai pu faire grâce au PLIB cette année. Et je pense que je suivrai cet auteur un peu plus profondément, un peu plus intensément, car j'ai beaucoup aimé cette plume. Donc n'hésitez pas si vous aimez le fantastique, si vous aimez les enquêtes policières, sans gore, sans effusion de sang, sans boyau à l'air. Allez-y, c'est vraiment un roman d'ambiance. Voilà, c'est un roman d'ambiance un peu fantastique et je vous conseille réellement cette lecture si ce genre vous plaît. Alors, autre roman que j'ai lu également ces temps-ci, c'est Plein Gris de Marion Brunet qui est paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ici, on change radicalement de genre. On se trouve sur, ça va être un huis clos sur un voilier en pleine mer. Et là, on retrouve 5 jeunes, âgés de 17 à 18 ans, qui se retrouvent sur un voilier. Ce sont des navigateurs quand même aguerris. Et ils décident de partir, de faire une petite croisière jusqu'en Irlande, de rallier la France à l'Irlande par voilier. Et ils partent tous les 5 à l'assaut de la pleine mer. Et on va, alors dès la première page, on ouvre le roman et là, paf, ça nous saute à la gueule. Les jeunes retrouvent le corps de l'un d'entre eux noyé juste à côté de la coque du navire. Donc, ils repêchent le corps, ils l'attachent, et pour éviter de perdre le corps, parce que ils ont décidé de rentrer en France, de rebrousser chemin. Ils étaient en Irlande, ils ont décidé de rebrousser chemin, donc avec le corps de leur ami. Sauf que il est annoncé une énorme tempête, et ils décident quand même, malgré tout, de poursuivre la navigation, et ils vont se retrouver au cœur d'une très 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 grosse tempête. Ils vont affronter les éléments complètement déchaînés. Et tout au long du roman, on va, par le biais de la voix de l'une d'entre elles,
de Emma, l'une des jeunes femmes l'une des jeunes filles du groupe. On va apprendre comment s'est formé ce groupe, quels sont les liens qui les unissent, et bien évidemment, on va aussi connaître toutes les failles de ce groupe et ce qui est finalement arrivé à celui qui est retrouvé mort au début du roman. Alors, alors la plume de Marion Brunet, elle est extrêmement fluide, ça se lit hyper vite, et d'autant plus que le style est extrêmement addictif, et les scènes qui se passent sur le voilier au moment de la tempête, on a réellement l'impression d'y être. Hein. On est ballotté, on se prend des paquets de flotte dans la gueule, on est ballotté par le vent, on entend les craquements, on entend littéralement les craquements du voilier qui subit les assauts de la tempête. Elle a utilisé aussi le vocabulaire propre à la navigation. Alors évidemment, si vous êtes comme moi, qui vous connaissez que Pouic en termes de navigation, alors, il y a certains termes qui vont vous paraître complètement obscurs. Mais du coup, on est complètement immergé dans ce huis clos avec ces jeunes qui sont férus de navigation. Et ça montre aussi leur cohésion. Leur cohésion de groupe autour de cette navigation, leur élitisme. Parce que c'est tout ce groupe, pendant tout au long du roman, ils sont quand même décrits comme très imbus de leur savoir, et ils sont extrêmement fiers, voire même, j'irais même jusqu'à dire prétentieux. C'est un groupe très fermé, ils n'acceptent pas les personnes extérieures comme ça. Il faut, pour qu'un étranger à leur groupe soit intégré à ce groupe, il faut qu'il soit adoubé, en quelque sorte, par l'un des membres, intronisé par l'un des membres du groupe. Et alors, évidemment, la révélation finale du pourquoi, du comment, on la voit nettement arriver au fil de l'histoire, car le caractère quand même de la victime n'est pas tout à fait étrangère à son sort. Voilà, autant dire les choses comme elles sont. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages, même si de temps en temps, ces jeunes étaient quand même un petit peu tête à claque. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Ça doit être des jeunes adultes, mais ils sont un peu, comme je vous dis, très prétentieux et très imbus de leur personne. Mais ce huis clos sur un voilier en pleine tempête, c'est quand même particulier. Marion Brunet a quand même le don de placer ses personnages dans des situations un peu dangereuses, on peut dire quand même. Et j'ai beaucoup aimé. C'est une bonne découverte, une bonne lecture qui passe bien. Et franchement, moi j'ai vécu la tempête. J'ai vécu la tempête en même temps que les protagonistes de l'histoire. Et je peux vous dire que ça secoue. En tout cas, je vous conseille vivement cette lecture si vous êtes aussi passionné de navigation à voile. Enfin, dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de La Familia Grande de Camille Kouchner, paru aux éditions du Seuil. Alors c'est un roman qui est sorti en début d'année, je crois qu'il est sorti en février-mars 2021. La sortie de ce roman avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie, tout simplement parce que, évidemment, si le nom ne vous est pas complètement étranger, Camille Kouchner est la fille de Bernard Kouchner, qui a été ministre du gouvernement Rocard. Il a créé Médecins sans frontières. Voilà, pour les plus jeunes, si vous tapez Bernard Kouchner et sac de riz, vous verrez l'image mythique de Bernard Kouchner portant des sacs de riz sur son dos pour donner à manger aux habitants du Biafra. Bref, alors ce roman avait fait beaucoup de bruit à sa sortie parce que Camille Kouchner avait révélé dans ce roman un secret de famille qui est lié à l'inceste. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est un secret lié à l'inceste.
dont elle n'a pas été victime elle-même, mais son frère. Et elle nous raconte. Alors, je pensais vraiment que le roman allait être vraiment ancré sur l'acte de l'inceste même. Et en fait, non. En fait, elle nous raconte l'histoire de sa famille, euh, l'éducation, enfin, comment, comment les femmes de sa famille ont été éduquées. Elle parle de sa grand-mère, elle parle de sa mère, et de comment elle a été éduquée. Et ces femmes ont eu un seul credo dans leur vie, c'est la liberté. La grand-mère de Camille Kouchner a divorcé de son mari. Ils étaient dans une île, je ne sais plus si c'est en Nouvelle-Calédonie. Enfin bref, dans cette petite île où elle en avait ras-le-bol d'obéir aux convenances et d'obéir à son mari et d'être dans un carcan. Elle en a eu ras-le-bol, elle a tout flanqué par terre, elle a quitté son mari et elle a vécu sa vie au titre de sa liberté de femme. Et du coup, elle a éduqué sa fille, la mère du coup de Camille, dans cette culture de la liberté de la femme. Faire des enfants, c'est bien, mais si tu peux les confier à quelqu'un d'autre pour s'en occuper et toi vivre ta vie, vas-y, fais-le. Donc, au nom de cette sacro-sainte liberté, ces femmes vont faire un certain nombre de choses, un certain nombre de choix qui va les conduire à leur vie telle qu'elle nous l'est racontée par Camille Kouchner. Alors évidemment, Camille nous raconte aussi la rencontre de ses parents, leur mariage, euh, l'arrivée des enfants, parce que Camille a un jumeau qui s'appelle Victor et un autre grand frère qui s'appelle Colin. Et ses parents ont aussi adopté 2 enfants aussi, je crois. Donc ils se sont retrouvés avec beaucoup d'enfants et Bernard Kouchner, à l'époque, il était très en vue en termes de vie publique. Il était donc, je vous l'ai dit, il a créé Médecins sans frontières, il est parti dans de nombreuses missions humanitaires, il est devenu par la suite ministre du gouvernement Rocard, donc il était très en vue et il n'était pas très souvent à la maison. Et voilà, les enfants, ça fait du bruit, machin. Faut les faire garder. Ils peuvent pas. Il estimait que les enfants bridaient un petit peu sa liberté aussi. Et ce qui fait il s'est rapidement séparé de la mère de Camille pour rapidement se remarier avec Christine O'Krent. Christine O'Krent qui était la présentatrice vedette du journal télévisé d'Antenne 2 à l'époque. Et à l'époque également, quand il y avait des événements genre carnet genre mariage, c'était de bon ton. Et quand on était des membres influents de la vie publique, il était de bon ton de faire la une de Paris Match. Et donc Camille nous explique que quand Christine O'Krent a accouché du fils qu'elle a eu avec Bernard Kouchner, il avait été de bon ton d'inviter les enfants du premier mariage pour faire la sacro-sainte photo de famille à la maternité. Mais pour cela, les enfants du premier lit ont été obligés de passer par une porte dérobée de la maternité afin qu'ils ne soient pas vus par la cohorte de journalistes qui faisaient le pied de grue devant la porte principale de l'hôpital. Donc tout ça pour vous montrer un petit peu dans quel état d'esprit a grandi Camille et son frère. Et du coup, la maman a épousé un autre homme qui est devenu le beau-père des enfants et qui s'est beaucoup investi dans la vie des enfants qui n'étaient pas les siens, mais il s'est réellement investi et a fait comme si c'était ses propres enfants. Et eux-mêmes, Camille et ses frères, lui rendaient extrêmement bien. Ils lui vouaient un culte et un amour sans limite, comme si c'était leur véritable père. Sauf que cet homme a eu donc du coup un comportement inacceptable vis-à-vis d'un des frères de Camille et elle a découvert ce qui se passait et son frère lui a enjoint de se taire. Il lui dit n'en parle pas, je ne veux pas que tu en parles. Et du coup elle a accepté la demande de son frère, sauf que cette
culpabilité et ce silence l'a rongé pendant toute sa vie. Ça l'a rongé pendant toute sa jeunesse et au bout d'un moment, elle a convaincu son frère d'en parler. Et là, la réaction de l'entourage de Camille et son frère a été absolument inouïe. Évidemment, voilà, la famille Grande était au courant de ce que cet homme faisait subir au frère de Camille. Les proches étaient au courant, mais comme la victime ne disait rien, disait bon, bah, ça ne doit pas être si grave et c'est pas la peine d'en parler si la victime ne ressent pas le besoin et l'envie d'en parler. Mais surtout, ce qui m'a le plus choqué là-dedans, c'est la réaction de la mère. C'est la réaction de la mère de Camille et de son frère quand celui-ci a enfin trouvé le courage de lui dire ce qui s'était passé. Elle lui a reproché de ne pas en avoir parlé plus tôt pour qu'elle puisse, au nom de sa sacro-sainte liberté, de divorcer et de se séparer de cet homme. Sauf que maintenant, au bout de 20 à 30 ans, eh bien, c'était trop tard. Elle ne pouvait plus divorcer, elle ne pouvait plus le quitter. Et elle s'est fâchée. Elle a décidé de couper les ponts avec ses enfants à cause de cette occasion manquée d'assouvir encore une fois sa sacro-sainte liberté. Et j'ai trouvé ça mais profondément injuste, dégueulasse, sans nom. C'est sans nom de réagir de la sorte, mais du fait de son éducation et de différentes choses qu'elle a vécues dans sa vie de femme. Je dis pas que ce comportement est pardonnable. Je dis que ce comportement est expliqué par un certain nombre de facteurs. Néanmoins, j'ai été extrêmement mal à l'aise en lisant ça. Alors, évidemment, je ne peux pas vous dire que c'est un coup de cœur. Vu le sujet, c'est quand même extrêmement malaisant. Et c'est pas un déballage de linge sale en public, c'est l'expression du malaise de cette jeune fille tout au long de sa vie en vivant avec ce secret, avec la promesse qu'elle avait faite à son frère de ne jamais en parler, de respecter son choix de ne pas en parler. Mais c'est aussi la réaction qu'a eue cette familia Grande qui s'est complètement désintégrée au moment où son frère a décidé de révéler la vérité. Et on a aussi eu l'explication des circonstances troublantes de la mort de l'actrice Marie-France Pizier. Marie-France Pizier était la sœur de la mère de Camille Kouchner. Elle aimait énormément Camille et son frère. Et quand elle a découvert la vérité, elle avait enjoint sa sœur à faire quelque chose, à quitter son mari. Et les deux sœurs se sont fâchées aussi également. Et on nous a expliqué les circonstances de la mort de Marie-France Pizier. Car à l'époque, quand on a appris le décès de l'actrice, on a très peu d'informations ont filtré sur les circonstances de sa mort. On juste dit qu'elle avait été retrouvée morte chez elle, mais dans le roman, on nous explique les circonstances de la mort et pourquoi elle est morte de cette manière. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Pour moi, je ne l'ai pas vu comme un lavage de linge sale sur la place publique, mais plus comme l'explication du malaise de cette jeune femme. Voilà, si vous voulez, je vous encourage quand même, je vous conseille la lecture de ce court roman. Il est très court, il fait 140 ou 150 pages. Mais pour vous expliquer, pour vous montrer aussi la face un peu perverse des années post-68, la libération sexuelle, la libération de la femme. On voit aussi le côté pervers un petit peu de la chose, comment au nom de cette sacro-sainte liberté de la femme, certaines femmes ont fait des choix peu reluisants et qui ont eu de très très lourdes conséquences sur leurs enfants. C'est le côté un peu pervers de la chose. Je vous conseille
de lire ce roman pour vous faire un petit peu une idée. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ce roman, de me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, est-ce que vous en avez pensé, je serais ravie d'échanger avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et c'est extrêmement encourageant pour moi pour continuer à vous produire du contenu que j'espère être de qualité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!